Bon, on va parler des SPV, de cette folie des SPV. C'est un marché de 100 milliards de dollars et personne ne sait vraiment ce qu'il possède. Et j'avais envie de demander à Jérémy Blackwell, de nous rejoindre pour ce segment. Salut Jérémy, bienvenue. Salut Carlos, salut tout le monde. Alors tu m'as dit j'ai plein de trucs à raconter sur cette histoire de SPV, donc ça tombe bien. On est super content de t'avoir. En plus, tu as raccourci ton week-end spécialement pour venir dans Silicon Valley. Je t'en remercie. Bon, alors le marché des secondaires des startups a doublé en 4 ans. C'est la folie. Les signing bonus atteignent 1 million de dollars pour recruter ces fameux banquiers dans ce secteur. Je sais pas si toi, Guillaume, tu es en train d'en recruter des banquiers. Je sais pas combien tu les payes, mais visiblement, ils sont chers. Et le problème de ces véhicules, on va expliquer ce que c'est qu'un SPV. Enfin, vous êtes tous des spécialistes de la chose. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais le problème de ces véhicules qui, soi-disant, détiennent des parts dans des startups super stars comme Anthropic, Anduril, Polymarket, Name It, quoi, ou Cursor, c'était aussi, faisait partie de cette liste de startups où tout le monde voulait des parts dedans, c'est que les montages financiers sont plus que hasardeux certaines fois et que certains investisseurs pensent détenir des parts dans ces startups, sauf que finalement, c'est pas si certain qu'elles détiennent ces parts-là. Guillaume, toi aussi, tu investis dans pas mal de ces véhicules. Tu peux nous parler un petit peu de la situation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans ces véhicules d'investissement? Ouais, je pense peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est les SPV, c'est peut-être bien de le rappeler. Donc, quand on investit dans une boîte, on peut faire un véhicule d'investissement. Ce véhicule d'investissement peut contenir plusieurs investisseurs et ce véhicule va directement prendre des parts de la boîte. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un layer 1, puisque entre la boîte et le véhicule, il n'y a qu'une couche. Sauf que dans le marché secondaire dont tu parles, il y a ce qu'on appelle des layers 2, des layers 3, des layers 4. Et donc en fait, un layer 2, typiquement, ça va être un véhicule qui lui détient des parts d'un autre véhicule qui est au-dessus, qui est censé détenir des parts. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Et en fait, ce que je vois, et on le voit beaucoup, notamment sur le marché français, sans mentionner de nom de personnes, mais c'est que beaucoup de personnes, en fait, créent des layer 2 ou layer 3. Et donc, en fait, eux, la seule preuve de shares qu'ils ont, c'est la preuve de shares du véhicule au-dessus d'eux, sans avoir la confirmation qu'ils ont vraiment les shares de la part de la compagnie. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que globalement, il y a énormément de gens qui ont investi un peu dans des sortes de Ponzi, puisque en fait, ils détiennent jamais de parts. Ensuite, les véhicules qui sont en layer 2, ils essayent de revendre des parts à d'autres investisseurs sans jamais vraiment avoir la preuve des shares. Et en fait, tu as énormément d'argent qui circule. Donc, des gens qui pensent investir et détenir des parts vont dire, écoute, moi, j'ai des parts dans Anthropic, je peux te les revendre à tel prix. Ces personnes qui managent ces véhicules en layer 2, ils sont souvent super contents parce qu'à chaque fois qu'un investisseur part, ils prennent le carry que cet investisseur, sur l'upside que la personne a fait. Ils vont prendre ensuite des nouveaux fees avec le nouvel investisseur et eux, ça leur permet de générer beaucoup d'argent sans qu'en fait, ils aient jamais montré une preuve de shares de leur véhicule. Et en toute transparence, tu vois, moi, j'ai commencé à investir en late stage depuis maintenant 4 ans. Et moi, c'est vrai que ce qui me drivait pendant longtemps, c'était la qualité, tu vois, des boîtes dans lesquelles tu pouvais investir. Et je comprenais pas très bien, tu vois, tous ces trucs de layers, etc. Puisque moi, je pensais qu'à partir du moment où on me disait tu peux investir dans telle boîte, les gens, ils avaient fait leur travail en amont et tu avais toujours la preuve de share. Sauf que là, tu vois, depuis maintenant 4 mois, comme 4-5 mois, moi, je focus du coup sur des deals entre 10 et 200 millions avec des grosses familles, tout ça. Donc, je rentre beaucoup plus dans l'aspect légal. Je me rends compte en fait que tu as énormément de personnes qui, eux, ne détiennent pas les parts. Et l'IPO du coup de SpaceX sera un événement intéressant puisque il va y avoir en fait, je pense, vraiment des procès dans tous les sens de personnes qui toucheront absolument rien en pensant qu'ils ont eu des shares en fait. Oui, c'est pour ça que je citais dans l'introduction la fameuse phrase de Warren Buffett qui disait c'est quand la marée descend qu'on découvre qui nageait sans maillot. Et là, on risque de le découvrir, notamment avec cette introduction effectivement de SpaceX qui est imminente. Elle est prévue pour le mois de juin. Je crois qu'elle est prévue le jour d'ailleurs de l'anniversaire de
de Elon Musk. C'est assez drôle comme date. Jérémy, CSPV, toi, tu conseilles des entrepreneurs dans le domaine de la tech, notamment dans leur investissement. Ça, c'est des véhicules que tu conseilles justement pour. Alors, oui, j'ai beaucoup de demandes, effectivement, notamment d'entrepreneurs de la tech qui veulent investir dans ce type de solutions, mais peu comprennent bien la différence entre, justement, tout ce qui est Diag Captable ou Layer 1 ou 2. Pour rebondir un peu sur ce que disait Guillaume, c'est vraiment comme une pyramide où le Diag Captable, c'est vraiment, on est inscrit dans le registre de la société, donc on a le droit à l'information, c'est vraiment le Graal, on est reconnu par la boîte. Et puis après, par contre, Layer 2, voilà, c'est un SPV qui est directement captable. Et après, Layer 2, Layer, ça s'empile. Donc effectivement, il y a peu de gens qui font la différence entre tout ça. Et effectivement, il y a une vraie opacité avec des frais qui sont parfois, on peut monter jusque 30-40% de frais, plus ou moins cachés. Donc voilà, moi je fais un peu le tri effectivement pour mes clients et souvent, par exemple. Mais comment vous faites le tri là-dessus, quoi? Comment tu sais, toi, si c'est quelles sont les questions que tu demandes pour savoir si tu es sur un layer 1, c'est-à-dire un SPV qui détient les parts en propre de la société en question, ou dans un layer 2, 3, 4, voire 5? Déjà, à la base, je pense que c'est de demander aussi la preuve de l'existence des titres. Donc, peu peuvent vraiment le fournir avec justement le registre. Et puis après, il y a aussi des histoires d'actions de préférence ou de waterfall, parce que même si on est dans un Diag Captable, il peut y avoir aussi des actions de préférence et voilà, on peut se faire avoir aussi également. Donc en fait, faut vraiment faire une due diligence à chaque fois avec chaque partenaire et chaque opération. Parce qu'on peut se retrouver à avoir des titres d'une belle boîte qui n'existent pas, et je pense qu'il y aura beaucoup d'arnaques, notamment moi quasiment tous les jours on me demandait pour des très gros montants pour accéder à Anthropic, et en fait il y avait pas de papier, donc il y en a qui ont réussi à en faire, mais je pense qu'il y a des arnaques et qu'il va y avoir des gros scams avec des gens qui vont partir et même sur SpaceX je pense que si moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a en France quelqu'un qui a des parts dans un SpaceX ou un Anthropic en layer 1? Oui. Oui, sûrement. Oui? Bah oui, t'en as plein, ouais. Enfin, non, parce que je vous dis ça, pourquoi? Parce que Greg, on est d'accord, nous à San Francisco, on en entend parler tout le temps, quoi, en fait, de ce type d'investissement. Et moi, je vais vous dire un truc. L'accès à ces SPV de Layer 1, il est ultra difficile. Aujourd'hui, ouais. Non, mais même il y a quelques mois, très honnêtement, si tu veux rentrer dans un de ces véhicules-là, les places, elles sont hyper chères, quoi. Et sincèrement, t'as des mecs ici, des milliardaires dans la Silicon Valley, qui ont des capacités d'investissement incroyables. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'aller chercher des pimpoys en France qui ont une capacité d'investissement beaucoup plus faible pour investir. Alors, je parle pas des milliardaires français, mais les entrepreneurs dont on parle, qui sont des gens un petit peu comme vous et moi. Et la Silicon Valley n'a pas besoin de ces investisseurs-là. Il y a déjà beaucoup trop de demandes ici dans la Silicon Valley. Je ne vois pas comment est-ce que on peut promettre l'accès en fait à ces boîtes-là. À moins d'avoir des capacités d'investissement très très fortes, à moins de faire un chèque de plusieurs millions, de voire dizaines de millions de dollars. Je sais pas. Donc je me demande si vraiment c'est vraiment des layers 1. Je sais pas, Fred, toi t'as investi dans des SPV de ces boîtes-là ou Écoute, non, j'ai pas investi pour une raison. Alors déjà, j'ai pas forcément eu des propositions à des moments intéressants, enfin que je juge intéressants. Et ensuite, parce que dans la mécanique, la raison pour laquelle il y a peu de gens en premier niveau, c'est parce que dans une boîte, t'as pas envie de t'encombrer avec des tas d'actionnaires. Parce que derrière la propriété d'un titre, il y a un droit. Il y a un droit de vote, il y a un droit de gouvernance. Donc en réalité, personne n'a, voilà, exactement. Donc personne n'a envie de savoir qu'un petit actionnaire va avoir effectivement l'accès à de l'information qui, avant qu'une boîte soit publique, parce que il y a des informations qui sont confidentielles. Et deux, t'as pas envie de t'embêter non plus à récolter des votes de la part de gens qui ont pas soit participé à l'aventure, soit qui sont là depuis longtemps. Enfin, t'essayes de restreindre au maximum, finalement, la quantité de gens à mobiliser pour prendre des décisions. Donc, en fait, tous ces SPV, ils sont montés par des gens qui cherchent à prendre des coms, c'est pas compliqué, et qui vont trouver sur le marché soit des employés qui leur font des promesses de revendre des stock options, soit des gens qui ont envie de sortir et qui vont sortir avec des discounts importants. Et donc, à chaque fois, tu as un risque de contrepartie qui est important parce qu'il y a, en réalité, le marché secondaire pré-IPO, il n'est pas organisé.
il est très peu organisé. Donc, t'as des plateformes qui viennent l'organiser, mais avec des risques qui sont importants. Mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment du marketing de la part de la plupart des brokers qui vont dire vous inquiétez pas, on a des relations spéciales avec des employés, etc. Et c'est faux. C'est totalement faux. Et si c'était le cas, ces gens-là, tu peux leur demander montre-moi le contrat, tu vois, des shares que tu as, montre-moi où tu es indiqué sur où est-ce que tu as la preuve de shares, où est-ce que tu es sur la cap table et tu verras en fait qu'il y a rien derrière. Et pour construire aussi sur le point de Jérémy sur les fees, en fait, la plupart de ces gens en layer 2, et je vais te donner un exemple très perso parce que moi, en fait, il y a quelques années, on est venu me voir pour que j'investisse dans Grok. Donc Grok, le concurrent d'NVIDIA, donc les puces. Ouais. Moi, c'était un truc que je suivais. Racheté depuis par NVIDIA. Voilà, mais à l'époque, tu vois, la boîte, la valo, elle était à 2 et quelques milliards. Le mec vient me voir et me dit, on rentre à la valo du dernier tour. Donc je dis, trop bien. Et là, en fait, je lui fais confiance. Je vois sur les docs, en fait, il n'y a pas énormément, tu vois, d'infos, machin. On voit pas que c'est un layer 2, on voit pas les proof of share. Il me dit, c'est du secondaire, donc on aura les proof of shares plus tard. Ce que j'entends, tu vois, tu dois acheter des shares avant d'avoir les proof of shares, ce qui est logique. Donc je me dis, OK. Et en fait, le truc, c'est que là, tu vois, comme tu dis, ça a été racheté à plus de 20 milliards. Donc techniquement, moi, je suis censé faire, allez, mettons que la valo, elle était à 2.1, quasi x10. Ouais. Aujourd'hui, avec les différents fees, je vais avoir pris 2,1, 2,2 fois mon argent. Donc, est-ce que je suis content d'avoir fait 2,5, tu vois, sur c'est super. C'est génial. Mais c'est pas x10. Mais c'est pas x10, tu vois. Et donc, du coup, en fait, ce que tu regardes, c'est que après eux vont te raconter des histoires, le coût du dollar, en fait, et ils essayent de tweaker. La valo, elle était plus élevée à ce moment-là. Donc, en fait, comme toi, c'était il y a 2-3 ans, tu t'en rappelles plus. Donc, en fait, tu sais, tu dois aller chercher dans des mails, t'as la flemme de faire ça. Donc, après, ils t'expliquent qu'en fait, le layer du dessus, au final, il avait 20% de carry. Donc, en gros, toi, ton truc s'est fait cutter, que eux. Et donc, en gros, les gens, tu vois, ils se retrouvent à la fin et tu te retrouves vraiment sans rien. Et t'en as beaucoup, tu vois, dans le... Enfin, x2, c'est bien. T'as du bol, hein, parce que je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vont se retrouver avec beaucoup moins que x2. Mais non, t'en as qui vont se retrouver avec 0, bien sûr. Il y en a qui vont se retrouver avec 0. Je pense notamment sur SpaceX, je pense qu'il y en a pas mal qui vont faire une Usama, parce que c'était déjà sur SpaceX à l'époque, et qui peuvent partir avec l'argent aussi. Hein. Il y aura aussi des vrais scams, je pense. Ouais, les sommes, en fait, les sommes sont tellement... Enfin, moi, tu vois, je peux te donner des exemples sur Anthropic. Sur Anthropic, dans le secondaire, vu que tu vois, moi, je fais vraiment les deals qui en ce moment sont les plus compétitifs, donc de 10 à 200 millions, tu vois, c'est là où ça se bat beaucoup. Sur des deals entre 10 et 200 millions, quand tu as des allocations qui sont sécurisées, les gens sont prêts à payer 10-15% upfront sur ce genre de deal. Donc, mettons que tu as un acheteur qui veut mettre 100 millions et tu en as beaucoup, tu peux prendre 10 millions sur un deal. Donc, évidemment que tu as des gens qui vont être des filous, qui vont essayer d'aller gratter dans tous les sens et qui sont prêts à faire des choses totalement folles. À un moment, tu vois, pour te dire, on avait un broker qui voulait du coup nous donner une allocation sur Anthropic. On se dit, OK, on va tester. Là, on lui passe en fait la proof of fund. Donc, en fait, il veut regarder que tu as vraiment les fonds pour acheter cette allocation. On lui passe la proof of fund et une lettre. Et qu'est-ce qu'on prend genre... Allez, ça a pris peut-être 20 minutes. 20 minutes plus tard, on a un autre broker qui revient vers nous et qui nous dit « J'ai un acheteur 100 millions, nanana. » On lui dit « OK, passe-nous la proof of fund. » Et c'est qui? C'était celle qu'on avait donnée. Tu vois, c'est pour te dire à quel point les mecs, fait... Les mecs, et les mecs, ils sont en flux tendu, ils savent même plus ce qu'ils savent même plus, ils mentent, ils récupèrent. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Après qu'il y ait des frais, moi ça me choque pas parce que si effectivement tu as l'accès en fait à ces deals là, c'est normal que tu payes en fait des frais pour avoir accès à un truc où toi tu n'as pas accès. Ouais. Donc voilà, et puis ça coûte cher de faire un véhicule, c'est du taf d'aller trouver les accès. Exactement, ça c'est absolument normal. C'est surtout la vérification qui devrait coûter cher. Enfin normalement la justification d'aller prendre des frais c'est de structurer quelque chose qui te donne un maximum de garantie et pas de risque de contrepartie. Et en l'occurrence, sur les SPV, c'est rare que ce soit le cas. Et d'ailleurs, moi, j'investis pas sur ces étapes-là, mais si je voulais le faire, je pense que j'irais plutôt investir dans un fonds
qui lui a la légitimité effectivement de trouver, de prendre un petit peu de frais pas un dessus, petit peu, hein, mais Fred, pour avoir une parce diversité dans les que autres. j'ai vu là des vidéos qui expliquent que Blast prend énormément de frais. Ouais. Je me suis amusé à faire le calcul C'est pas un fonds pour moi. entre un fonds classique. Là, on est dans la catégorie des Non, mais marmoulins, là. non, entre un fonds classique et eux, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de Ouais. différence. C'est Les gens 40%, oublient quoi. complètement, hein. Il y a 2% de management fees dans un, moi, en fait, je suis dans c'est les plein de fonds. 2% de management fees qui sont terribles. Les gens, Bah ils s'en ouais, rendent c'est pas 20% à la fin, hein, quand le fonds fait que 10 ans. Et généralement, Ouais, les fonds, et les ils sont encore plus longs que Ouais, 10 c'est ans, ça. hein. Oui, mais attends. Un point là-dessus quand même, c'est dans l'alignement d'intérêt. C'est-à-dire quand tu rentres dans un fonds, globalement le caride, c'est-à-dire ce que va prendre en pourcentage sur la performance globale le fonds, il est sur l'ensemble des lignes. C'est-à-dire qu'en fait, le fonds va peut-être investir dans 10 ou 20 deals. Il va falloir que globalement l'ensemble soit positif pour que eux prennent une commission sur la Et sur la quelquefois performance. même avec un Pour hurdle, les SPV, c'est-à-dire qu'ils c'est te complètement promettent un désaligné. rendement en plus et oui. Exactement. Quand tu es dans un SPV, c'est pas du tout le cas. Si tu veux, tu peux faire 20 SPV, il y en a 10 qui se plantent ou 19 qui se plantent. S'il y en a un qui gagne, ben en fait, tu vas quand même prendre une commission. Donc je pense que le jeu, il est biaisé pour ça. Et il me semble que les clubs d'investissement à la Blast sont construits sur ce principe. Oui, mais en fait, je veux dire que il faut arrêter de dire que il y a des frais, parce que des frais, il y en a aussi dans les fonds classiques et traditionnels. Ils sont très importants. Oui, bah, s'ils font bien le boulot, Ouais, c'est normal. et, Bah, moi, le tu vois, problème, c'est franchement, qu'ils pour être, sortent aucun retour sur investissement, hein, les Ouais. fonds classiques. Moi, je suis en France, hein, investisseur, tu vois, dans 5 fonds où j'ai Ouais. mis genre, tu vois, bah, la somme qu'il faut pour investir dans des fonds. Et Oui, franchement, en plus c'est ça. Tu peux pas investir 10 000 balles ou Non. 50 000 balles dans bah, un les fonds. hein. entrées dans les fonds, c'est tu vois, juste. si t'as pas un demi-million, si tu veux des fonds Ouais. stylés, c'est compliqué, tu vois. Après, bon, tu peux toujours avec ton réseau ou autre, mais déjà compliqué. Et ensuite, derrière, enfin, c'est ce que tu dis, Carlos, quoi. C'est qu'il faut que t'attendes, genre, aujourd'hui, c'est pas 10 ans, tu vois, c'est 12, 13. Et en fait, le DPI, donc, le multiple que toi, tu vas retrouver sur ton argent, la plupart des fonds, ils rendent pas 2, 3, quoi, tu vois. T'as le temps de mourir. Et t'as le temps de mourir, en fait. Donc, en fait, ça veut dire que t'as plus de 10 ans à 2, 3, tu payes des management fees qui sont quand même 2% annuels. Moi, honnêtement, tu vois, sur des SPV, en fait, j'ai pas de problème de payer du carry parce que, en fait, si la performance, elle fonctionne, bah, c'est normal que la personne qui m'ait donné l'accès, il puisse aussi en bénéficier, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Et après, je préfère largement payer un upfront fee, tu vois, pour l'accès. En gros, pour moi, en gros, la façon dont je vois les choses, c'est le management fees aujourd'hui, honnêtement, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, Non. enfin, tu vois, moi, regarde, j'ai une boîte qui fait plus de 50 millions, on a un fonds au capital. Franchement, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Tu vois, genre, est-ce que je suis investisseur dans le fonds aussi, hein, tu vois, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'ils prennent 2% de management fees sur les gens qui ont investi? Franchement, j'en sais rien. Ils font rien, tu vois. Enfin, ils viennent à un board comme ça. Enfin, tu vois, genre il y a pas de management annuel à faire sur notre boîte, tu vois. La Et boîte, quand elle c'est un tourne fonds tout de seul. 500 millions, Normalement, 2% c'est par capé an, dans on le est en temps, train hein. de parler de 10 millions par an. Hein. On est d'accord. Quand c'est un fonds qui pèse 500 millions et qui prend 2% de management fee. hein. Oui, mais généralement, c'est capé sur les Ouais, premières il y a- années, Sur la et- partie en déploiement, général. sur la partie déploiement, il y a quand même du taf. Et Mm. je suis d'accord. Moi, je suis LP chez First, pour lesquels il y a des. Enfin, moi, je suis très très content des rendements. Mais c'est un des meilleurs fonds de site français, c'est peut-être le meilleur fonds de site français. Mm. Et je vois beaucoup d'autres fonds. En effet, je me dis, payer 2% par an pour des mecs qui te rendent 1,2 fois ton argent, Ouais, c'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué. Alors que tu vois, genre pour moi, dans un SPV, c'est ton upfront fee, tu payes ton accès, et c'est normal parce qu'en fait, t'aurais pas eu accès tout seul. Donc, why not? Et après, si ça fonctionne bien, bah, en fait, c'est cool aussi parce que ça veut dire que la personne qui t'a trouvé l'accès, c'est lui qui t'a permis de gagner de l'argent. Donc, moi, je trouve que les incentives, elles sont plutôt alignées. Mais Et tu après- gagnes de l'argent plus vite, hein, Guillaume, on le Bah rappelle. ouais. C'est-à-dire C'est la règle. et t'es pas obligé d'attendre que le fonds soit terminé, 15 ans, que tu sois déjà chez Orpea pour Bon, après, toucher 15 ans, ton faut pognon. pas non quoi. plus. Là, on a dit 10, on a dit Ah bah attends, 7, moi j'ai 10, 52 ans, 12, 15 putain. ans, je suis peut-être à Orpea, hein, Coco, Mais 15 hein, ans, quoi, 15 ans, 15 ans. La quoi, plupart toi. des fonds, au bout de 7-10 ans, Merde, quand j'ai même. 53 ans. Non, merde, j'ai eu 53 ans. Donc 15 ans, ouais, j'ai 68 ans. Hein. Ouais, faut arrêter d'investir à ton âge, c'est fini, Carlos. C'est à notre âge qu'il faut investir. Merci, merci du conseil. Non, mais Jérémy, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que je sais que toi, tu fais beaucoup d'éducation auprès des. Je pense qu'il y a une différence là En fait, c'est pas qu'on est plus intelligent dans la Silicon Valley, c'est qu'on s'est fait déjà baiser plus tôt, quoi. En fait, quoi. C'est ça. Tu vois, investir dans des fonds, investir dans des SPV, on a déjà fait avant vous, quoi. Et on s'est déjà fait baiser. Donc, on connaît un petit peu la musique.
Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est parce que j'entends beaucoup de conneries entre ces club deals, ces SPV, ces fonds d'investissement en France, hein, où on parle de frais, de trucs comme ça. Et je pense que le marché français n'est pas suffisamment éduqué. Il y a beaucoup de fonds classiques, traditionnels, sur la place de Paris, qui disent ouais, les club deals, ils prennent énormément de frais. Non mais attends, Coco, regarde tes frais à toi, quoi. En fait, toi aussi, tu prends des frais. Ton bureau avenue des Champs-Élysées, tu le payes comment? Tu le payes avec les management fees. Tu le payes pas avec ton carry, parce que le carry, t'en as pas, quoi. En fait, parce qu'en plus tu fais pas de return. Donc il faut expliquer la aussi un petit peu ça, non? Ah mais c'est sûr. Mais... Après tout dépend de la performance. C'est comme un fonds en bourse. Il y a plein de fonds en bourse qui sont nuls ou moyens, qui prennent 2% par an, ça sert à rien. Il y a quelques fonds qui ont des super perfs et là t'es content de payer, quoi. Donc c'est pareil. Et pour les SPV, après, je pense que sur un bon captable, payer des fees et du carry, ça fait sens. Après, payer les fees pour un layer 2, un layer 3, faut pas en payer trop, quoi. Ouais. Non, le vrai problème, c'est ça, hein. C'est le layer de layer de layer de layer. On l'a bien compris. J'espère que c'est vraiment le message que je voulais passer. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Fred. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de délire, ou Guillaume, sur ces SPV? C'est parce qu'il y a aussi un manque de liquidité. C'est-à-dire que ces boîtes-là, ces startups, restent privées beaucoup trop de temps. D'ailleurs, on pense à des boîtes comme Stripe, qui pour moi, Stripe devrait être public déjà depuis un bout de temps. SpaceX aussi, on l'a déjà dit, mais ça y est, on y est, quoi. Et que donc ces entreprises technologiques restent privées des durées absolument colossales. Il y a eu très peu d'entrées en bourse récemment. Microsoft, il est entré en bourse au bout de 11 ans. Après sa création, Amazon 3 ans, aujourd'hui SpaceX ça fait 22 ans et c'est toujours pas coté. OpenAI il y a quand même 9 ans, Anthropic 4 ans. Donc voilà, il faut que ces entreprises rentrent en bourse pour que ce délire de SPV s'arrête, Fred. C'est marrant parce que ça me fait ça me remémore le Uber. Ouais. Je me rappelle que Fred Wilson râlait parce qu'il voulait récupérer sa mise, parce qu'ils étaient dans le premier tour, je crois, enfin le Series A. Il avait fait des posts là-dessus en disant, il y a un moment quand même, faut arrêter, faut que ces entreprises deviennent publiques. Et on comprend du point de vue de l'entrepreneur et du point de vue d'un board, devenir public, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, ça veut dire que tu vas te mettre à publier beaucoup d'informations que tu n'as pas du tout envie de donner à ton marché. Et à la fois, il y a une espèce de mission de devenir une entreprise publique que beaucoup d'entrepreneurs n'épousent pas du tout. Parce que c'est beau, une boîte publique, hein. C'est une boîte qui donne de la transparence, qui fait partie du marché. Et effectivement, le régulateur te contraint à un moment donné à passer public si tu as trop d'actionnaires. Donc tout ça, en fait, ça fait que ça alimente, quand tu ne veux pas y aller, ou quand le marché n'est pas prêt à y aller, ça alimente tous ces réseaux secondaires qui sont effectivement un peu shady. Mais ça vient principalement c'est pas un problème de liquidité. Je pense pas que ce soit un problème de liquidité. Je pense que c'est vraiment un problème de choix. T'as pas envie d'y aller parce que tu sais que tu vas passer d'un boulot de CEO ou de fondateur près de tes équipes à un boulot qui est un boulot de communication financière. Au bout d'un moment, c'est quand même ça qui va animer le gros de tes journées. Avec, il faut bien le dire aussi, des revers. C'est-à-dire que quand on est public, on est comparé. Donc ça veut dire que les valos sont plus tout à fait calculés de la même façon. Et tout à coup, en fait, t'es dépendant du marché et ta capacité à venir alimenter ou pas en rêve ou en réalité, en fait, un marché qui parfois est pas tendre. On l'a vu avec le revers qu'on a connu sur le SaaS là récemment. Tout à coup, en fait, ta boîte, elle vaut 4 fois moins cher du jour au lendemain parce qu'il y a une tendance à se dire, l'AI va casser le modèle du SaaS. Donc tout à coup, boum, tout tombe par terre. Donc je comprends, je réponds pas du tout à ta question, mais je veux dire, ça me paraît délicat pour un entrepreneur d'avoir envie de devenir public et en même temps, c'est ça qui justifie pas, mais qui explique pourquoi tu as ces réseaux secondaires. En fait, il y a zéro intérêt quand tu réfléchis pour Stripe, tu vois, de passer public. Parce que, tu vois, en gros, tout ce que tu peux te dire, c'est qu'une boîte privée, le problème, c'est la liquidité. Donc, est-ce que mes actionnaires peuvent avoir un return? Est-ce que mes salariés peuvent vendre les parts? Est-ce que, tu vois, ça a de la valeur, l'equity story que j'ai créé? Stripe, en fait, chaque année, ils font une tender. Chaque année, les employés prennent du cash s'ils veulent. Chaque année, les investisseurs reprennent, les founders. Donc en fait, eux, ils ont une liquidité qui est permanente. Quand t'es en bourse, tous les 3 mois, tu dois faire des annonces publiques, tu dois montrer, être ultra transparent sur tous tes chiffres.
J'étais, tu vois, la semaine dernière avec Jason Wilk, le fondateur de Dave.com, je sais pas si vous voyez. Lui, Ouais. tu sais, il est rentré en bourse. La... Genre son stock, il a fait comme ça et il a fait moins 89% ou je sais plus combien et ça a été 4 ans, tu vois, de bataille pour remonter son stock. Et pourquoi? Ben, en fait, parce que, tu vois, pour certaines boîtes qui ont voulu rentrer en bourse, tu sais, lui, c'était l'époque des SPAC à l'époque. Donc, tu vois, t'as des boîtes qui sont cotées, qui globalement n'ont que un objet, c'est de se faire racheter pour que la boîte qui rachète devienne cotée et t'accélère un peu le processus. Tous les investisseurs, en fait, une fois que leur close, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, c'est que quand tu es investisseur, globalement, ce qui se passe dans une IPO, c'est que pendant 6 mois, tu as la lock-up période, donc tu es obligé de garder tes shares de la boîte pendant 6 mois. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, souvent, ce que tu vois, c'est qu'il y a un drop 6 mois après les IPO, parce qu'en fait, les invests, ils veulent de la liquidité, et qui se fait niquer, c'est toujours pareil, c'est le retail, tu vois, qui connaissent pas ce genre de truc, et donc, pareil, tu vois, Uber, il y a plein d'investisseurs qui ont perdu de l'argent à cause de ça. Enfin, tu vois, c'est Larry Ashbrook, le fondateur de G-Squared, tu vois, qui est un fonds un peu spécialisé dans le secondaire. Et ils ont perdu de l'argent sur Uber, ils ont gagné sur Lyft. Donc, je trouve que le choix de rendre ta boîte publique, c'est pas tout le temps le meilleur choix, tu vois, pour avoir de la liquidité. Et d'un point de vue entrepreneur, c'est quand même une galère de se dire que juste parce qu'il y a une annonce, en fait, ta boîte, elle peut perdre 20-30% de sa valeur, alors qu'en fait, tes chiffres, ils ont grossi de 50%, tu vois. Et par rapport à ça, moi je trouve que justement pour la première fois peut-être dans l'histoire, les sociétés en fait sont moins bien valorisées, je pense plutôt en allant en bourse qu'en restant de nos côtés. C'est ça en fait le propos. Par exemple SpaceX là qui va s'introduire en bourse à mon avis, enfin autour de 1,750 milliard de dollars. Bon, pour des raisons de liquidité de FOMO, vu qu'il y a un très petit flottant, ils vont réussir sûrement à monter un petit peu au début. Mais après, moi, je pense que c'est une arnaque. Hein, c'est une arnaque la valo. Je suis pas d'accord. Hein. Moi, je pense que tu sais, il y a beaucoup de, ils vont être, les revenus. Hein. Il y a beaucoup d'ETF qui vont être obligés d'acheter en fait du SpaceX. Donc ça a monté au début, ouais. Mais pendant. Et ça mais ça a monté pendant un sacré bout de temps, je pense. Hein. Moi, je pense que, enfin, je sais pas. On est là pour donner des conseils d'investissement. Moi, en tout cas, du SpaceX, je vais en acheter au début. Hein. Ça, je vais vous le dire. Mais SpaceX, en fait, moi aussi, hein. mais j'en vendrai je vais après. le shorter après. Non, mais SpaceX, en fait, la vraie question, c'est est-ce que tu paries sur Elon Musk ou pas, tu vois? En fait, le truc, c'est, tu sais, c'était quoi la citation? C'est si t'écoutes les dormeurs, les rêves ne se réalisent jamais, tu vois. Et en fait, SpaceX, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est est-ce que le rêve d'aller créer toute une nouvelle industrie, économie dans l'espace va se réaliser ou pas, tu vois. Et l'histoire fait que Elon Musk, jusqu'à présent, il a su prouver à plusieurs moments que des choses qui étaient un peu impossibles, il y est arrivé, tu vois. Donc après, est-ce que tu vois, le monde a envie de rêver et le monde est bullish, ou est-ce que le monde va s'effondrer et les gens ils vont vouloir être là, on est dans une industrie qui est super bullish, tout le monde est super bullish. Enfin, tu vois l'argent qui est jeté à Anthropic. Et je suis assez fan, mais je trouve qu'il y a que Elon Musk qui peut réussir à embarquer les gens dans une cohérence, de mixer une boîte dans le spatial, Grok, et voilà, des boîtes qui n'ont rien à voir. Il y a que Musk qui peut réussir à vendre vraiment une cohérence à ça. Il a réussi, mais je suis pas sûr qu'à long terme ça tienne. Et j'ai un peu l'impression que n'arrivant plus tant que ça à faire rêver sur Tesla et en ayant fait beaucoup de promesses sur les robots qui vont arriver, hein, je pense. Mais là, il mise un peu tout sur SpaceX et il a raison puisqu'il détient 42% de SpaceX. Et moi, je pense même que SpaceX après va probablement fusionner avec Tesla quand SpaceX sera bien monté, il sera plus haut. Oui, c'est fort probable, mais la vision, elle se tient énormément. On en a parlé avec Terrafab, etc. Quoi, je veux dire, la vision de Elon Musk. Je veux bien que ce soit du bricolage, mais quand on la pose, elle a énormément de sens sur le papier. Et effectivement, s'il y en a un qui peut le faire, je vous rappelle qu'on lui avait dit que jamais il pourrait fabriquer des véhicules électriques. On a dit aussi que les fusées qui revenaient sur Terre, c'était impossible. Pourtant, il l'a fait. Alors, il s'est planté aussi sur plein d'autres trucs. Il y a un autre sujet pour terminer là-dessus que je voulais évoquer, c'est que je pense que on le voit bien aujourd'hui, il y a un backlash sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et je pense que c'est ultra important que ces boîtes-là deviennent publiques pour donner l'accès, en fait, de ces boîtes aussi au grand public.
Parce que aujourd'hui, là, tout ce qu'on est en train de raconter, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui bénéficient finalement de l'intelligence artificielle, bah, c'est quelques privilégiés très fortunés. Et c'est ça aujourd'hui qui crée le backlash, en fait, en partie aussi sur l'intelligence artificielle. Le fait d'aller public, c'est effectivement, comme le dit Fred, c'est aussi le fait de voir une entreprise régulée, elle peut pas faire n'importe quoi, d'apporter aussi plus de transparence, de permettre aux petits porteurs de bénéficier aussi de la réussite en fait de ces boîtes-là. Et je pense que c'est ce qui manque. On a un énorme backlash sur l'IA, c'est le sujet du festin dont on avait parlé quand on va parler la semaine prochaine. Et ça participe de ça. Je pense qu'on a absolument besoin que ces boîtes deviennent publiques. Alors j'entends les gars que vous restez privés, c'est bien parce que le montant il reste virtuel et que vous faites du secondaire et que vous gavez quoi, en fait en faisant des deals à droite à gauche sur du secondaire, mais que il faut absolument que ces boîtes-là deviennent publiques pour que tout le monde en profite. Aux États-Unis, c'est la retraite, c'est tous les gens qui investissent dans ces boîtes aux États-Unis, c'est des petits porteurs. Hein. Là où je veux te challenger, Carlos, c'est que en vrai, si tu veux de l'exposition anthropique, achète du Google, quoi. Tu vois, les mecs qui détiennent 20% de la boîte, il y a un moment, tu vois, où va c'est sur... vrai. Et Google a aussi des parts ils ont aussi 8% de SpaceX. Hein, ouais, non, mais en fait, t'as moyen d'avoir de l'exposition là-dessus. Enfin, tu vois, genre, t'achètes du Google, tu vas sur les fonds publics de Bailey Gifford. Enfin, tu vois, t'as plein de moyens si tu veux. Après, je suis d'accord qu'il faut être un petit peu, connaître un petit peu les cap tables, etc. Mais si tu veux de l'exposition, tu peux l'avoir. Mais après, on est aligné sur le fait que, je pense que surtout sur les AI, je pense que, tu vois, toutes ces boîtes, que ce soit OpenAI ou Anthropic, c'est des boîtes qui, Anthropic, on a l'impression que c'est les good guys, mais pas du tout, quoi. Enfin, c'est des putains de killers et ce qu'ils ont fait sur les SPV, je pense qu'ils vont le regretter à un moment, parce que, pour moi, c'est ce qui crée aussi énormément de hype parce que, en fait, quand tu réussis à créer une économie autour de ta boîte où il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent, bah, en fait, cette économie va faire en sorte que, bah, tu vois, ça va pousser, en fait, ta boîte vers le haut. Et avec ce qu'ils ont fait, tu vois, le moment où ils ont fait ça, qu'est-ce que OpenAI a fait? Ils envoient une lettre aux gens, nous, on aime les SPV, c'est ce qui fait partie tu vois, genre, la communauté qui nous soutient depuis le début, machin. C'est une guerre permanente, mais je suis pas sûr que ce soit un move qui était très smart de la part d'Anthropic, tu vois, de faire ça. D'ailleurs, ils ont envoyé, eux, une lettre. Hein, ils ont fait une liste noire des plateformes qui, pour eux, qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ont envoyé cette lettre et tout le monde s'est mis à paniquer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mis à paniquer là-dessus. C'était le 12 mai 2026. La liste, ils ont dit, bah voilà, il y a 8 plateformes qui sont non autorisées. Si vous avez acheté des parts d'Anthropic sur ces plateformes-là, bah ces parts, c'est pas certain qu'elles existent. Ils ont cité Open Doors Partners, Unicorn Exchange, Pachamama, Lionheart, Hive, Forge Global. Forge, c'est une énorme plateforme où il y a eu plein de trucs, Sidecar, Upmarket. Et la formulation dans la lettre, elle est sans ambiguïté. Toute vente ou transfert d'actions anthropiques ou tout intérêt dans des actions anthropiques offerts par ces boîtes est nul et ne sera pas reconnu dans nos registres. Donc, qu'est-ce qu'on dit s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont acheté qui pensent avoir acheté des parts d'Anthropic, Jérémy, quel conseil tu as à leur donner? Bon chance. Bon chance, et puis vérifier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans les SPV sans même lire la documentation. Donc déjà, je leur conseillerais de lire la documentation, ce qu'ils auraient dû faire avant, pour vérifier notamment s'ils ont vraiment des preuves de l'existence de leur titre. Ouais, demandez les proof of shares en vrai. En fait, si t'as pas une proof of shares d'Anthropic, tu sais que tu t'es fait niquer. C'est mauvais signe. Je pense qu'il faut trouver des gens de toute façon. Tu vois, en fait, c'est comme partout. Pour moi, il y a des gens qui sont des scammers parce que c'est une industrie qui n'est pas régulée, et t'as des gens qui font les choses de façon très bien et c'est carré. Et donc pour moi, tu vois, il y a quelques signaux aussi, tu vois, c'est à quel point les gens sont présents sur les réseaux sociaux, à quel point les gens, tu vois, ont une image publique ou non, c'est quoi leur track record, d'où ils viennent, est-ce que tu as pu vérifier leur track record. Tu vois, en fait, dans le monde, tu vois, ça me fait rire parce que tu sais, t'as plein de gens, ils disent « Ah, je reviens, j'ai vendu ma boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Tu regardes, t'as aucune information sur eux en ligne, tu sais pas qui ils sont et tout. Et donc, en fait, tu sais, ils se créent des fausses images. Et en fait, derrière, ils ont rien fait et ils sont en train d'établir. Et à côté de ça, t'as des gens qui font les choses de façon ultra carrée. Et la réalité, c'est que les gens qui font les choses de façon carrée, et il y en a quand même beaucoup, et en France, en Europe, etc.,
ces gens-là, en général, tu vois, ils ont pas les tarifs les plus attractifs. Et Bien c'est sûr. la vérité, parce qu'en fait, pour faire les choses bien, Parce que ça coûte de l'argent. bah, de ça faire des coûte choses de bien. l'argent, tu vois, tout simplement. Mais le problème, c'est que quand le shit hit the fan, comme on dit ici aux États-Unis, à la fois les gens, les scammers et les gens qui sont très sérieux vont prendre la merde sur la Ouais. gueule, en plein dans, voilà, et ça va toucher tout le monde. Et c'est ça qui m'emmerde, et c'est pour ça que je voulais faire ce sujet-là, parce que ça va être, je pense que ça va pas être bon pour l'écosystème dans son ensemble. Merci Jérémy d'être passé. Merci, au revoir à Salut. tous. Salut, ciao, ciao. Bon voilà, on a parlé des SPV. C'était super de vous parler. Guillaume, tu reviens quand tu veux. Hein. Tu sais que tu fais partie des besties de Silicon Carnet, donc ça serait cool de t'avoir de temps en temps Avec dans plaisir. Silicon Carnet. Ok. J'attends l'invitation. Bon. Et toi, Greg, si tu veux ne pas revenir, ne reviens pas. Quoi. Non, mais tu sais, on peut faire un changement à un G pour un autre. Hein. Mais non, on t'aime, Greg. Reviens. Et ta boîte, ça cartonne là. Hein, c'est ce que tu me disais là. Ouais, c'est assez fou là. Ouais. Ouais. C'est bien. T'es Je content? reste stable émotionnellement. Ouais. Parce qu'il faut délivrer, mais ouais, c'est assez ouf. Mais du coup, Ouais. faut pas glisser, tu vois, c'est comme courir à fond sur une planche savonnée au-dessus du vide. De l'autre côté, il y a un truc assez cool, mais si tu glisses, t'as perdu et les gens se souviendront juste que t'es tombé dans le vide comme un con. Donc là, je reste concentré là. C'est pas le On moment de t'attend à lever les l'arrivée, bras, Greg. quoi. C'est Ouais. pas le moment. Voilà, il y a Guillaume de l'autre côté qui est en mode vas-y, viens, c'est Ouais, cool. nous on Leslie. t'applaudit tous, on est dans les tribunes là en train de dire non, ah, faut- vas-y Greg. Ouais, faut juste pas, faut rester concentré. Bon, Donc je écoute, reste concentré. embrasse Paco en tout cas et rendez-vous samedi à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder Silicon Carnet. Hasta luego amigos. Ciao ciao Salut. Fred. Salut mon poulet. Ciao.